Bien. Alors, je vous ai envoyé un petit peu à l'avance enfin, les transparents cette fois-ci, hein, à la demande de certaines personnes. Hein. Donc, vous pouvez regarder un petit peu avant. Je rappelle en fait que mon cours suit exactement le bouquin que vous pouvez avoir gratuitement en PDF sur le site de l'UE. Donc, n'hésitez pas à aller le consulter. Concernant les mesures qui ont été prises à partir de demain, pour l'instant, je n'ai aucune information supplémentaire. A priori, vous devriez vous retrouver en demi-amphi. Ça commence. Mais voilà, donc on vous tiendra au courant par email pour en ce qui concerne les TD que vous aurez cette semaine. Donc vous pouvez accéder au PDF de ce cours hein, directement là ou à partir du Moodle ou directement sur le site de l'UE. Ça, c'est ce qui vient du site de l'UE. Tout le monde est bon. Donc il y a déjà prévu un petit cours en vidéo. Alors il y a le cours de Frédéric Péchanski ou de Romain de Mongeon. Pour l'instant, celui de Romain de Mongeon, il n'a pas encore uploadé les vidéos et il y a un cours, le précédent cours, le cours numéro 2 qu'on a fait la semaine dernière, qui est aussi disponible sur l'URL là de Frédéric Péchanski. Donc voilà, c'est ce qui est prévu. S'il se trouve qu'à partir de la semaine prochaine, vous vous retrouviez en demi-groupe, en demi-amphi ici, normalement l'autre moitié aura accès au cours à distance. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'enregistre les cours depuis le premier en fait. Donc je n'ai pas mis j'ai pas mis en ligne les vidéos, mais le cas échéant, je pourrais mettre en vidéo le cours qu'on a ici et maintenant. Bien. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça, même si j'ai vraiment très peu d'informations? D'accord. Alors on va faire un peu le résumé de ce qu'on a fait la dernière fois. Alors on a toujours un cours d'avance ici. J'espère que ça s'est bien passé votre premier TD qui était sur le tout premier cours, hein, donc vraiment sur les choses qui étaient relativement simples, c'est-à-dire qu'il n'y a toujours pas de if et c'était juste des returns, quelque chose. Est-ce que il y en a qui ont eu vraiment du mal ou pas? Ouais. Alors, pour l'instant, il n'y a pas encore de tutorat. Bah, pour les L0, il y a un tutorat obligatoire qui est déjà en place. Pour les BGC, pour l'instant, c'est pas encore mis en place, mais il y aura aussi des séances de tutorat dans la semaine où vous pourrez venir sur la base du volontariat pour les BGC pour essayer de rattraper si vous avez un petit peu du mal. Hein. Pour les L0, si vous avez déjà un tutorat qui est prévu et qui est obligatoire, a priori, donc ça il faut y aller obligatoirement. Et vous pourrez éventuellement assister aussi à ces séances de tutorat supplémentaires. Alors, qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois? Donc, le principe d'évaluation, et j'ai perdu le bout de mon stylo. Enfin, il me reste ma main, mais c'est une autre petite pause. Et je l'ai. Bon, tant pis, je vais le faire à la main. Alors, voilà. Donc on a vu a priori le principe d'évaluation d'expression arithmétique. Donc ça, c'était les règles usuelles d'évaluation que vous connaissez déjà en mathématiques. Il n'y a pas des grosses différences. La définition des fonctions simples. La différence entre une expression et une instruction. Hein, une expression qui se calcule, l'instruction qui a un ordre qu'on donne à la machine. L'application de fonctions et son évaluation. Ça, on avait fait ça en évaluant pas à pas. L'utilisation de variables. Déclaration initialisation et éventuellement une réaffectation après. Les séquences d'instructions, l'alternative simple et multiple, ça c'était le if, else ou le if, elif, else. L'instruction print, dont je vous avais dit que, après vous l'utilisez très peu, hein, et ça ne serait jamais demandé en contrôle. Print, c'est vraiment juste pour essayer de trouver des problèmes dans votre programme, pour le débugger. Ça sert uniquement à ça. Et enfin, les expressions booléennes et les opérateurs logiques. Donc toutes ces choses-là, évidemment,
c'était pas uniquement sur le cours 2, même dans ce cours-là, on va continuer de l'utiliser aussi, hein. Et vous allez continuer de l'utiliser jusqu'à la fin du cours. Alors, quelques petites recommandations. Pensez, quand vous êtes en TP, là, en TME, de bien soumettre votre travail dans le bon groupe, hein. Parce que sinon, votre chargé de TP ne pourra pas retrouver votre travail, hein, et ça compte pour 10% de la note. Donc, faites ça bien. Donc, faites bien attention quand vous soumettez, hein. Et aussi, quand vous êtes en binôme, alors je ne sais pas si vous serez encore en binôme à partir de cette semaine, je ne pense pas, mais du coup, normalement, comme vous n'êtes plus en binôme, tout le monde devra se connecter lui-même sur une machine de la PPTI et faire sa soumission, hein. Donc, vous serez habitué à ça pour la séance de TME solo, qui est la petite évaluation en TP que vous aurez. Je rappelle pas, parce que je l'avais pas dit la semaine dernière, quelque chose qui est sanctionné à l'examen, donc qui est pénalisé, c'est si vous écrivez des conditions de ce genre-là, hein. Donc, j'ai donné 3 exemples, hein, ici. Si vous écrivez si une condition 1, alors renvoie vrai, sinon renvoie faux, à quelle condition il va exécuter return true? À quelle condition sur compte 1? Il faut compte 1 pour faire return true, il faut que compte 1 soit. Quand est-ce qu'on évalue ça et quand est-ce qu'on évalue ça? On évalue la première ici, quand compte est vaut combien? Je vous entends pas. Oui, c'est débile, oui, mais lève pas les yeux au ciel, mais dis-moi. Bah, quand la condition, elle est. Non, elle est vraie. Mais bon, c'est bien d'avoir participé quand même. Alors, quand la condition est vraie, c'est-à-dire qu'elle vaut true, à ce moment-là, on va renvoyer true. Et quand la condition est fausse, c'est-à-dire qu'elle vaut false, à ce moment-là, on va renvoyer false. Donc, si vous avez bien écouté ce que j'ai dit, quand c'est true, ça renvoie true, et quand c'est false, ça renvoie false. Autant faire renvoyer directement l'expression. Donc, faire directement return compte 1. Parce que quand elle est vraie, on retourne vrai, et quand elle est fausse, on retourne faux, quoi. Donc, si je retourne directement compte 1, j'ai fait exactement la même chose. Vous êtes d'accord? Je vois de la détresse dans certains regards. Oui. Je dis, en gros, si vous écrivez ça au lieu, qui est juste, hein, au lieu de ça, vous aurez des points en moins. Parce que ici, c'est beaucoup plus long d'écrire ça que d'écrire ça. Et on attend ça parce si vous écrivez ça, on se doute que vous avez bien compris ce qu'on vous demandait, quoi. Alors, il y a d'autres exemples qui vont être équivalents là. Si là, j'ai une condition et je renvoie cette fois-ci faux, et sinon, je renvoie vrai. Donc, quand la condition est vraie, je renvoie faux, et quand elle est fausse, je renvoie vrai. C'est équivalent de quel opérateur? Quand un truc est vrai, je renvoie faux, et que c'est faux, je renvoie vrai. Donc, je renvoie le contraire. Donc, c'est quoi l'opérateur pour le contraire? C'est le not, c'est écrit en dessous. Donc, si je renvoie la négation de condition 1. Donc, comme ça, si compte 1 est true, not true c'est false, ça renverra false. Exactement ce qu'on veut ici. Et aussi pour la deuxième. Troisième exemple, vous avez une condition, vous affectez une variable s avec true, sinon avec false. Voilà, c'est pareil, hein. Parce que quand la condition est vraie, vous affectez vrai, et quand elle est fausse, vous affectez faux. Bon, autant affecter directement la condition. D'accord? Donc voilà, 3 petits exemples ici. De toute façon, vous le verrez en TP, à chaque fois que vous taperez ça, votre chargé de TP vous fera remarquer qu'il y a quand même plus court, quoi. Je rappelle, ça et ça, c'est pas faux, hein. C'est juste c'est sanctionné parce que c'est moins compact que ça et ça. Ce qu'on attend de vous en écriture. Bon, ça arrive pas tout le temps qu'on ait des expressions comme ça à écrire, mais ça arrive de temps en temps, hein. Quelques précisions sur le test d'égalité. Donc, si ici dans ce cours-là, hein, on ne fait pas des tests d'égalité entre des machins qui sont de types différents. Donc, par exemple, un entier et un booléen, on ne va pas tester s'ils sont égaux ou pas. Alors, il y a juste une exception, qui n'en est pas vraiment une, hein, mais c'est qu'on on a le droit quand même de comparer, hein, un float avec un int. Ça, c'est pas très gênant parce qu'en fait, int, c'est un sous-type de float, hein. Donc, si on compare un float avec un int, tout le monde est promu au stade de float et puis ils sont comparés comme ça.
Je mentionne quand même le fait que tester des égalités de float, c'est pas une bonne idée, parce que c'est pas vraiment des nombres réels, c'est des nombres à virgule. Et ils ont une certaine précision, et suivant la manière dont vous faites les calculs, des choses qui sont mathématiquement égales ne le sont pas forcément en float, puisqu'il y a des erreurs d'approximation, des choses comme ça, même si c'est très loin après la virgule. Et donc, si on teste un test d'égalité, il y a toutes les chances qu'il soit faux alors que les nombres sont très proches. Bon, à ce moment-là, on préfère faire la différence entre les deux valeurs en valeur absolue et puis dire que c'est plus petit que 10 puissance moins 10, quelque chose comme ça. Donc, pas de test, on teste l'égalité seulement avec des choses qui sont de même type, et puis c'est pas associatif, donc écrivez pas des égales en série comme ça. Si vous voulez tester que trois choses sont égales, comment faites-vous? Si vous n'avez pas le droit d'écrire les trois A égale à B égale à C, ben on va couper en deux. Pour que A soit égal à B et aussi égal à C, hein, pour que ces trois trucs soient égaux, il suffit que A soit égal à B et que B soit égal à C. Voilà. Et donc l'opérateur entre les deux, c'est l'opérateur et AND qu'on a vu la dernière fois. Alors, donc ça, j'ai déjà mentionné qu'on avait vu tout ça. Hein. Donc avec ça, a priori, rien ne permet de... Enfin, on ne peut pas faire grand-chose d'autre que d'avoir une calculatrice améliorée. On ne peut pas faire des programmes beaucoup plus évolués si on s'interdit aussi la récursion. Et donc, il manque deux choses. Hein, la notion de boucle, qui permet de répéter des calculs, parce que pour l'instant, on ne peut pas répéter les calculs. Et aussi une notion de structure de données qu'on ne verra pas là tout de suite dans ce cours-là, mais qu'on verra plus tard avec les listes, les dictionnaires et les tuples. Et ça sera pour déjà après le DST que vous aurez au mois de début novembre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va voir comment répéter les calculs, c'est-à-dire les boucles. Et ensuite, on regardera quelques petits problèmes numériques. Donc là, ça sera plus, on va voir des problèmes, des exercices, et puis on va voir comment les résoudre. Alors, on va regarder sur un exemple, à répétition d'un calcul, un exemple qui est la somme des premiers entiers, et puis on va les développer au fur et à mesure. Alors, question. C'est quoi la somme des 5 premiers entiers naturels? Déjà, il faut déjà comprendre l'énoncé, qui n'est pas très compliqué, vous pouvez en convenir. Vous pouvez déjà le calculer dans votre tête si vous voulez aussi. Ça fait combien? 15. C'est 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Donc, on imagine qu'on peut faire ça comme calcul. Donc, c'est 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, on vient de le dire. Et donc, on peut définir une fonction qui calcule cette somme. Ça, vous saviez le faire dès le premier cours, dès la fin du premier cours. Donc, je définis une fonction qui s'appelle somme5. Donc, le 5, il fait partie du nom. Mister Python, il ne sait pas qu'il y a une histoire de nombre 5 à l'intérieur de ça. Ça prend combien d'arguments? Aucun, donc il a besoin d'aucune information au départ, et il renvoie un entier qui serait ici, il dit retourne la somme des 5 premiers entiers naturels. Donc ça, la somme des 5 premiers entiers naturels, c'est bien de type int. Et après, donc, comment on fait? On retourne 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Si je teste, bon, il n'y en a qu'un seul. Il faudra répéter 2 fois pour que Mister Python nous parle pas trop. Somme de 5 égale 15. Voilà, normalement ça marche. Bon. Alors maintenant, si on veut la somme des 100 premiers entiers. Déjà, est-ce que quelqu'un sait combien ça fait? Non, bon, on verra plus tard alors. Voilà, donc on peut faire comme ça. Et après, on peut tester. Et la somme des 100 premiers entiers, ça fait 5050. Et ça marche. Bon, alors vous voyez où je veux en venir là. Maintenant, si je veux la somme des 100 000 premiers entiers. À votre avis, ça va vous prendre combien de temps?
Je pense plus que les 2 heures enfin les 1h45 de TP que vous avez par semaine. Bon. Donc, faut autre chose. Faut qu'on fasse autrement. Bon, donc c'est long à écrire dès qu'on a un nombre élevé. Il faut une fonction différente pour chaque entier, alors que le but quand même de faire des programmes, c'est d'un peu généraliser et avoir des programmes qui puissent marcher sur plein de valeurs différentes. Donc là, on n'a qu'une seule fonction pour chaque entier. Et donc, ça ne répond pas au problème qui serait quelle est la somme des n premiers entiers, avec un n qu'on pourrait choisir qui serait à la demande. En fait. Donc ça, on l'a pas. Donc on aimerait plutôt avoir une fonction qui serait de ce type-là, somme entier, qui prendrait cette fois-ci un paramètre, qui serait le n, jusqu'à combien on veut compter, jusqu'à combien on veut faire la somme, et qui enverrait cette somme aussi de type entier. Alors précondition, là j'ai mis n supérieur ou égal à 1. Après, vous pourrez réfléchir au cas 0, qui à mon avis pose pas trop de problème, mais pour pas poser plus de questions que ça, je prends n supérieur ou égal à 1, et retourne la somme des n premiers entiers naturels. Et avec les deux tests ici, qui marcheraient en fait sur les deux fonctions différentes, somme 5 et somme 100 que j'avais écrit tout à l'heure, là, il n'y en a plus qu'une seule fonction qui fait le travail pour les deux. Et donc, qui est capable de calculer le 15 et calculer le 5050 aussi. Donc là, c'est juste pour vous montrer un petit peu d'autres notations. Hein. Donc ici, je ne sais pas si vous connaissez cette manière d'écrire les choses. Sans doute, il doit y avoir 2-3 personnes qui l'ont peut-être jamais vu. Donc ça, le sigma qui est là, lettre grecque, ça veut dire, ça symbolise la somme, la somme pour i qui va de 1 jusqu'à 5, di. D'accord? Donc quand i varie entre 1 et 5, ça fait bien 1, si c'est une somme, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Donc là, c'est juste la notation mathématique qui dit la même chose. Ça peut nous aider plus que ça en Mr Python, mais vous verrez que si vous avez des exos avec des symboles comme ça, a priori, vous douterez qu'il faudra faire une boucle, ce qu'on est en train de voir là en ce moment. Donc c'est un calcul itératif. Donc si je suis pas obligé de faire tout le calcul d'un coup. D'ailleurs, vous, quand vous faites le calcul 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, vous le faites pas d'un coup. Vous le faites au fur et à mesure. Donc si on appelle S la somme calculée à chaque itération, hein, donc S c'est la somme partielle. Donc je calcule au fur et à mesure la somme, et à chaque fois dans S, j'ai la valeur que j'ai calculée. Donc on part de S égale 0 initialement. Ensuite, je lui ajoute 1, le premier qui est là. Hein, donc j'ajoute 1. Maintenant, S il vaut 1. Je continue. Là, j'ajoute le 2. Maintenant, S vaut 3. J'ajoute le 3. J'ajoute le 4. J'ajoute le 5, etc. Et donc, S, au fur et à mesure, change sa valeur, est incrémenté par la valeur qui est dans la somme ici. Et à la fin, une fois que j'ai terminé d'ajouter le 5, j'ai bien S égale 15, qui est bien la somme de tout le monde. Donc la manière dont on a fait l'algo ici, c'est un peu la manière aussi dont vous auriez fait, j'imagine, le calcul ici, même si vous pouvez avoir d'autres stratégies à pas calculer dans le même ordre. Hein, mais là, si on s'impose de calculer dans l'ordre, a priori, on trouve le même résultat de proche en proche. Donc voilà écrite la démarche que je viens de vous proposer. Donc somme 5, ça renvoie un entier. Donc ça, c'est toujours la même spécification. Je pars de S, qui est un entier égal à 0. Ça, c'est la déclaration et initialisation de la variable S. Et ensuite, je dis S égale S plus 1. Ça prend l'ancienne valeur de S, ça lui rajoute 1. Donc 0 plus 1, ça fait 1. Et je stocke dans S. Donc maintenant, S vaut 1. Avec ce S qui vaut 1, je lui rajoute 2. Et je le stocke dans S. Maintenant, S, il vaut 3. Etc. etc. Vous vous souvenez de ce principe d'affectation? On l'avait déjà vu pour l'incrémentation. Là, on le voit en l'incrémentant d'un nombre supérieur à 1, mais c'est exactement la même chose. Hein. D'accord? Donc, je rappelle, égal, c'est pas l'égalité mathématique. Sinon, tout ça, ça serait faux. Égal, ça veut dire reçoit, c'est l'affectation. Donc, on calcule ce qui est à droite du égal en premier. Donc, quand vous avez un égal comme ça, vous regardez toujours à droite en premier. À droite, vous avez un calcul, vous l'effectuez, ça donne une valeur. Et cette valeur, vous la stockez dans la variable qui est écrite à gauche du égal.
Et de ce fait, si cette variable contenait quelque chose avant, eh ben, c'est écrasé par la nouvelle valeur que vous lui donnez. Hein. Une variable, ça contient toujours un nombre bien concret à l'intérieur. Hein. Et toujours qu'un seul. Hein. D'accord. Et donc, quand on met quelque chose dedans, bah, ça enlève ce qu'il y avait avant. Bon, donc ça marche bien. La somme 5 ici qu'on a écrite là, elle vaut bien 15. Bon, elle est un peu plus compliquée que notre ancienne somme 5 là, qui faisait juste 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Hein. Alors pourquoi on introduit cette complication-là? Pour voir ici, en fait, quand je regarde là, je vois que les différentes lignes ici se ressemblent beaucoup. La seule différence, c'est ce qu'il y a derrière le plus. On a juste quelque chose qui varie entre 1 et 5. Donc, ce qu'on voudrait, c'est avoir toujours cette variable S, donc qui fait les additions successives, ça, c'est ce qu'on vient de montrer, et aussi avoir une variable I qui va être mise pour les 1, 2, 3, 4, 5, et qui va pouvoir varier de 1 à 5. Donc, on va encore modifier un petit peu notre programme, pour cette fois-ci, ne pas écrire 1, 2, 3, 4 et 5, mais introduire une variable I qu'on va augmenter de 1 à chaque fois, pour qu'elle varie entre 1 et 5, pour pouvoir faire exactement les mêmes additions. Et pour ça, on va utiliser, en gros, l'instruction principale du cours d'aujourd'hui, c'est l'instruction qui s'appelle while, qui veut dire en anglais tant que. Alors, le principe, c'est que on va partir d'un i qui égale 1. Vous vous souvenez, un s égale s plus 1, s égale s plus 2 jusqu'à s égale s plus 5. Donc, on prend i égale 1 au début, et on va dire tant que i est inférieur ou égal à 5, j'ajoute i à s, et je le stocke dans s, et j'incrémente la valeur de i, c'est-à-dire que je l'augmente de 1. Alors, voilà comment c'est écrit. Donc, on a toujours somme 5 ici, retourne la somme des 5 premiers entiers, donc la spécification n'a pas changé. J'initialise, je déclare et j'initialise une variable s, que je mets à 0, ça n'a pas changé. Et là, j'introduis en plus maintenant une variable i qui initialement vaut 1. Et là, je dis tant que i est inférieur ou égal à 5, s égale s plus i, donc s va être augmenté de i, et i égale i plus 1, i va être augmenté de 1. Donc ça veut dire que quand je rentre, le while ici, ça fait une répétition. C'est une répétition tant que cette condition-là, elle est vraie. Au début, i il vaut combien? Il vaut 1. Est-ce qu'il est inférieur ou égal à 5? Bah oui. Donc tant que c'est vrai, bah là il se trouve que c'est vrai, que 1 est bien inférieur ou égal à 5. À ce moment-là, S qui vaut 0 plus 1, ça fait 1. Je le stocke dans S, maintenant S vaut 1. Et I qui vaut 1, je fais I plus 1, ça fait 2. Je le stocke dans I, maintenant I vaut 2. Et là, hop, c'est une boucle. Donc l'histoire de boucle, c'est que je retourne ici et je reteste la condition. Combien vaut I? Vous allez voir, il vaut 2 maintenant. Est-ce que 2 est inférieur ou égal à 5? Oui, donc on continue. Et cette fois-ci, on fait S égale S plus 2, parce qu'il vaut 2. Donc vous vous souvenez toute la liste tout à l'heure, S égale S plus 1, S égale S plus 2, ben, il a déjà fait S égale S plus 1, et là on s'apprête à faire S égale S plus 2. Et à la fois suivante, on va faire S égale S plus 3. Et on va s'arrêter à S égale S plus 5, puisqu'après, I vaudra 6, et la condition deviendra fausse. On va le revoir en détail après. Une fois que j'ai fait tout ce calcul-là, je renvoie ma somme S, et là je peux vérifier avec le jeu de test que cette fonction-là, elle fonctionne bien. Ça va, ça, vous comprenez? De toute façon, je vais réexpliquer un petit peu comment fonctionne de manière un peu plus formelle la boucle while. La boucle while, derrière, il y a une expression, alors pas n'importe quoi comme expression, mais une expression booléenne, donc qui renvoie soit true, soit false. Donc c'est un test, mais c'est une expression un peu compliquée. Cette expression qui vaut vrai ou faux, tant qu'elle est vraie, eh ben, j'exécute la suite d'instructions qui est ici. Et notez bien que la suite d'instructions là, elle est bien ici, là, il y a un décalage ici, là.
Alors, expression, donc c'est une condition booléenne, c'est ce que j'ai dit. C'est la condition de sortie de boucle. Alors, la condition, c'est pas, oui, ça s'appelle sortie de boucle, mais c'est quand elle est fausse qu'on sort de la boucle, hein, la condition de sortie de boucle. Le while, ça veut dire tant que. Donc, c'est tant que c'est vrai. Tant que l'expression ici, tant que l'expression là est vraie, eh ben, je tourne. Je répète tout le temps cette suite d'instructions là. Tant que c'est vrai, je répète cette suite d'instructions là. Et ça s'appelle le corps de la boucle. Alors attention, hein, c'est l'indentation, je vous ai déjà expliqué, hein, l'indentation, les décalages ici, c'est pas pour faire joli, c'est vraiment, ça fait partie du langage, hein. C'est-à-dire que là, on voit tout de suite ici, dans ce petit bout de code là, tant que l'expression, je répète ces instructions-là, et quand j'ai fini de répéter, c'est-à-dire que quand l'expression ici devient fausse, j'arrête de tourner dans la boucle, à ce moment-là, je passe ici à instruction suite. Et instruction suite, elle est décalée, elle est exactement au même niveau que le W du while, hein. D'accord? Donc ça permet de voir, et c'est comme ça aussi que Mister Python fonctionne, c'est que ce qui est décalé, c'est à l'intérieur du while. C'est ce qui est répété, hein. C'est la manière dont on dit que c'est. Parce que si tout était collé à gauche, on ne pourrait pas savoir que la répétition s'arrête à l'instruction n, hein. D'accord? Donc le décalage permet de savoir ça. Et dès qu'on revient au même niveau d'indentation que le while, c'est-à-dire que le W aligné avec le début de cette instruction-là, on sait que cette instruction-là s'exécute seulement une fois qu'on est sorti du while, c'est-à-dire que quand la condition ici, elle est devenue fausse. D'accord, donc vous avez déjà vu de toute façon ces histoires de décalage, on l'a vu la semaine dernière avec le if, c'était déjà important, mais on l'avait déjà vu dès le premier cours avec la définition de fonction. Dès qu'on écrivait def, une fonction, eh ben on décalait tout ce qui est à l'intérieur pour dire tout ça, c'est ça ma description de la fonction. C'est ça ma définition de la fonction. Alors n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez une question. Donc là, ça réexplique encore une fois sur ce transparent-là ce que j'ai déjà dit, c'est comment on exécute cette boucle while. Donc on évalue l'expression de deux choses l'une. Soit l'expression n'est pas false. Donc si elle n'est pas false, c'est qu'elle est true, hein. Donc tant que, si l'expression est vraie, tant que c'est vrai, alors j'exécute instruction 1, instruction 2, etc. jusqu'à instruction n, puis je retourne à l'étape 1, c'est-à-dire je réévalue l'expression. Si elle est toujours vraie, bah, j'exécute ça. Si c'est vrai, hop, je continue. Si c'est vrai, je continue. Au bout d'un moment, on espère qu'elle va devenir fausse. Et si elle devient fausse, à ce moment-là, on sort de la boucle et on exécute instruction suite et ce qui suit. Donc grâce au while, on a réussi à écrire une expression de somme 5, mais qui n'était pas tout à fait satisfaisante, hein, parce que somme 5, elle permet de calculer que les entiers de 1 à 5. On a vu que nous, ce qu'on voulait, notre but ultime, c'est de calculer la somme des entiers jusqu'à n, avec n qui a priori n'est pas déterminé à l'écriture de la définition, et qu'on veut pouvoir tester avec n'importe quelle valeur. Donc voilà la fonction, j'ai envie de dire, finale, celle qu'on voulait avoir dès le début. Donc la spécification, on a déjà vu cette spécification-là, c'était notre but. Donc ça prend un paramètre n, qui la somme jusqu'à combien on va faire le dernier terme de la somme. Ça renvoie un entier qui est la somme qu'on recherche. Précondition n supérieur ou égal à 1, on l'a déjà dit, et retourne la somme des n premiers entiers naturels. Donc ça, on l'avait déjà vu. S initialisé à 0, I à 1. Donc S, c'est la somme cumulée. I, bah, nous permet d'itérer, en fait, quoi. C'est le compteur. Tant que I est inférieur ou égal à N, S égale S plus I, I égale I plus 1. Et une fois que j'ai fait ça, hop, ça c'est l'instruction suivante. Elle est alignée avec le W du while. Je renvoie la somme que j'ai trouvée. Et effectivement, si on fait des tests, a priori, ça marche. Bon, alors vous voyez un peu la démarche qu'on a utilisée pour arriver jusque-là. On a regardé déjà comment nous, on le faisait. On a essayé de dégager un motif qui se répétait avec seulement des variables qui augmentent progressivement. Et c'est la variable i, 1, 2, 3, 4, 5.
et une variable S qui permet d'accumuler les calculs au fur et à mesure. Donc il y a plein de schémas qui vont être de ce type-là quand on vous demandera de trouver une solution à un problème. Alors, des fois, c'est difficile. Alors, si on vous donne une boucle while qui a été écrite par quelqu'un d'autre, des fois, c'est pas facile de voir ce qu'elle fait vraiment. On peut la regarder, mais c'est pas forcément évident à partir de là. Hein, si je vous avais donné directement ce machin-là avec un nom qui soit pas somme entier, mais qui soit caché, et je vous ai donné ça, c'est pas évident que tout de suite, en lisant ça, vous dites ah oui, mais ça calcule la somme des n premiers entiers. Mais comme je vous ai dit, a priori, un bon truc, et ça, c'est quelque chose qui vous fera progresser aussi, c'est ce qu'on a déjà vu la dernière fois, c'est que vous appreniez et que vous sachiez faire tourner les programmes vous-même. C'est-à-dire vous faire passer pour Mister Python. C'est très bien de taper les programmes dans Mister Python, les corriger jusqu'à ce qu'ils soient contents et qu'ils veulent bien les exécuter. C'est très bien, mais ce qui est encore mieux, c'est de savoir le faire sans lui, essayer d'exécuter soi-même les instructions. Et Mister Python, il est très très bête. Hein. D'accord. Donc c'est à la portée de tout le monde, avec un peu de travail, de faire la même chose. Hein. Il n'y a aucune intelligence dans ce que fait Mister Python. Il regarde les lignes une par une, et chaque ligne a une signification bien précise, donc de l'opération qui est à effectuer. Alors, pour cela, donc, on fait des tables de simulation. On avait déjà vu un petit peu, je ne sais plus pourquoi c'était. Enfin, oui, si, il y avait, c'était des petites affectations qu'on avait faites quoi, la semaine dernière. Je vous avais montré un exemple avec un petit tableau où on voyait comment évoluer les variables au fur et à mesure. Hein. Donc, si vous avez oublié, vous reporterez à ce petit tableau. Donc, table de simulation, ça fixe les valeurs pour les paramètres, pour les variables non modifiées de la boucle. Et donc ça, tout ce qui est constant, a priori, on ne va pas le considérer. Et on va créer un tableau avec une colonne par tour de boucle et une colonne par variable modifiée. Il y aura une première ligne qui est l'entrée de la boucle, donc c'était la valeur des variables avant de rentrer dans la boucle. Et ensuite, il y a une suivante, c'est à la fin de chaque boucle, comment ces variables ont été modifiées. Et la dernière ligne, ce sera ce que ça vaut à la sortie de la boucle. Alors, regardons. Donc ça, c'est le résultat, c'est le petit tableau qu'on fait à partir du code que je vous ai montré juste avant, là, pour calculer la somme des 5 premiers entiers. Donc, si on appelle somme entier de 5. A priori, là, ce qui est indiqué ici, c'est que donc c'est un tableau qui se fait au fur et à mesure, hein, et puis s'écrit pas directement comme ça. Donc il faudra avoir le code sous les yeux en même temps, mais je vais revenir en arrière pour qu'on regarde le code à chaque fois. Donc on va s'intéresser alors, on s'intéresse à deux variables S et I parce que ce sont des variables qui sont modifiées dans la boucle. D'accord. Donc c'est celles-là qui sont intéressantes. Et on va regarder déjà ce qui se passe à l'entrée de la boucle. Combien vaut S, combien vaut I. Regardons. Là, S initialisé à 0, I initialisé à 1, donc à l'entrée de la boucle, bah, S vaut 0 et I vaut 1. C'est bien ce qui est écrit ici. Alors, maintenant, je suppose que S vaut 0 et I vaut 1. Et je regarde qu'est-ce qui se passe dans la boucle. Bon. Quand I vaut 1, il est bien inférieur ou égal à 5. Donc, on rentre dans la boucle. S égale S plus 1, maintenant S vaut 1. I égale I plus 1, maintenant I vaut 2. Voilà. 1, I vaut 1. Pardon, I vaut 2 et S vaut 1. Alors, je vais avancer ici parce que c'est assez répétitif. Là, si j'ai terminé mon tour 3 de la boucle, donc si j'ai exécuté 3 fois le corps de la boucle, j'ai S qui vaut 6 et j'ai I qui vaut 4. Alors, S6, I4. Si je regarde, les instructions à l'intérieur de la boucle, c'est S égale S plus I. Donc, S égale S plus I. S plus I, ça fait 4 plus, enfin, ça fait 6 plus 4, ça fait 10. S égale S plus I. S plus I vaut 10. S égale 10. S reçoit 10. Donc, maintenant, S vaut 10. Et on a I égale I plus 1. Donc, comme I vaut 4, I plus 1, c'est 4 plus 1, ça fait 5. I égale 5, I reçoit 5, donc c'est maintenant I vaut 5. Quand je suis arrivé
à là, i vaut 5. Le test de la boucle, je teste si i est inférieur ou égal à 5. C'est vrai. Je le fais de tête, hein. Si vous voulez que je vous remonte à chaque fois le code, je le fais. Mais si vous vous en souvenez comme moi, ça va. Donc 5 est bien inférieur ou égal à 5, donc je fais encore un tour de boucle. Et dans mon tour de boucle, il y a toujours s égale s plus i, donc s plus i, c'est 10 plus 5, ça fait 15. Je le stocke dans s, donc maintenant s vaut 15. I égale i plus 1, i vaut 5, donc i plus 1, ça fait 6. Donc maintenant, i vaut 6. Je retourne et je fais le test. Le test, maintenant, c'est est-ce que 6 est inférieur ou égal à 5? Non, c'est faux. Et donc, sortie de la boucle. Et donc, quand je sors de la boucle, i vaut 6, mais s vaut 15. Et donc, return s, ça veut dire return 15. Donc là, je renvoie bien 15, qui est la bonne réponse pour la somme des entiers de 1 à 5. D'accord? Donc, dès que vous avez une boucle comme ça, c'est possible pour vous de la simuler en faisant un petit tableau comme ça et en regardant à chaque tour de boucle comment évoluent les variables. Et entraînez-vous à faire ça, parce que plus vous entraînez au début avec un morceau de papier, après vous le ferez de tête, hein, si la fonction n'est pas très compliquée. Mais même pour n'importe qui, dès que la fonction devient, enfin la répétition, la boucle while devient un peu complexe, avec un corps de boucle qui modifie pas mal de variables, bah, c'est utile de se faire un tableau et d'écrire à la main comment ça évolue. Hein. Alors, donc c'est là que l'instruction print est utile, et c'est uniquement dans ce cas-là. Donc, je vous ai dit, la structure print, ça vous permet d'essayer de trouver peut-être des erreurs dans vos programmes, de voir comment ils se comportent. Là, l'idée ici, c'est de regarder comment se comporte le programme. Donc, c'est exactement la même fonction. Elle s'appelle somme entier tracé, mais c'est exactement la même, sauf qu'il y a des prints en plus. Et je vous ai répété, les prints, ça ne fait rien à votre programme. Hein. À part afficher des trucs sur l'écran, après, votre fonction va continuer de fonctionner exactement pareil. Hein. Donc là, au début, avant l'entrée dans la boucle, j'affiche la valeur de S, la valeur de I. Donc, je vous rappelle, l'instruction print, vous mettez plusieurs choses séparées par des virgules et il va les afficher les unes derrière les autres. Donc, ça affiche la valeur de S, la valeur de I, et tant que I est inférieur ou égal à N, donc ça fait les opérations qu'on a demandées, et là, ça écrit combien vaut S, combien vaut I après le tour de boucle. Et à la fin, c'est la sortie. Donc là, vous voyez bien que en écrivant ça, on fait exactement le même travail que ce qu'on vient de faire avec le tableau juste avant. Sauf que là, on le fait faire automatiquement par Mr Python. Et donc, on obtient notre tableau, enfin une version équivalente à ce qu'on a fait. Il n'a pas dessiné un tableau, hein, évidemment, on lui a jamais demandé ça. Je vais juste demander d'afficher des choses. Mais les informations qui sont affichées là, c'est exactement, ça correspond exactement aux informations qu'on a dans le tableau. Donc, initialement, S vaut 0, I vaut 1. Et vous voyez l'évolution ici de S et de I, qui est exactement la même que celle qu'on avait dans notre tableau. Voilà, donc ça peut vous servir. Et puis quand vous déboguez vos programmes, ça peut servir de savoir effectivement, surtout si vous avez une boucle en fait qui tourne à l'infini, on va voir ça juste après. Vous n'êtes pas obligé d'écrire des trucs aussi longs. Hein. Quand vous débuguez vos programmes, vous pouvez écrire des choses un peu plus compactes, hein, juste parce que c'est juste pour vous, pour essayer de voir combien ça vaut. Par contre, une fois que votre programme il marche, qu'est-ce que vous faites? Vous virez vos prints, hein. Vous les enlevez, vous les mettez en commentaire. Au mieux, vous les mettez en commentaire. Pour mettre en commentaire, c'est il y a des exemples là sous les yeux là. C'est le dièse là, ou hashtag comme tu dis. Hein. Donc si vous voulez mettre un truc en commentaire, donc une fois que vous avez terminé les prints, hein, vous mettez des petits dièses devant ou des hashtags. Hein, et a priori, vous êtes bon. D'accord? Les prints, c'est vraiment seulement pour la mise au point du programme. Après, il faut les virer. Hein. Et la plupart du temps, vous n'en aurez même pas du tout besoin. Et je répète une nouvelle fois, et chez vous répéter les choses, des fois, ça rentre pas. Hein. Écoutez-moi bien, jamais on vous demandera d'écrire un print en contrôle. Donc, si vous écrivez print en contrôle, c'est sûr que c'est faux. C'est sûr que vous n'aurez pas les points. Ça, pendant je ne sais pas combien de temps, combien d'années, j'ai écrit au début de chaque sujet de mes contrôles. Si vous écrivez print dans votre contrôle, c'est 0. C'est écrit 2. Après l'avoir répété à chaque fois en cours et l'avoir dit, il y en a qui continuent d'écrire des prints partout. Bien. Alors, deux petits exercices.
Donc, si vous avez tout compris, vous pouvez vous amuser à faire ça là tout de suite, hein. Mais je vais continuer le cours de toute façon immédiatement. On y reviendra juste à la fin du cours, hein, s'il me reste du temps. Donc, des exercices similaires, c'est comment calculer la somme des carrés, somme des entiers au carré. Donc, 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré, jusqu'à plus 5 au carré, voire plus. Un autre exercice, c'est faire la somme des nombres impairs. 1 plus 3, plus 5, plus 7, plus 9, etc. Donc, écrire ces deux petites fonctions-là, c'est un bon exercice. Je ne sais pas s'ils sont dans le cahier d'exercice, je ne l'ai pas regardé encore, mais voilà. Donc, j'y reviens juste après, si jamais on a le temps. Normalement, on devrait avoir le temps. Bon, alors après, il y a une autre réponse, hein. C'est pour ça que je vous ai demandé tout à l'heure, est-ce que quelqu'un sait déjà combien ça fait la somme des 100 premiers entiers? C'est une formule, en fait, hein. La somme des n premiers entiers, c'est n fois n plus 1 sur 2. Qui a déjà vu cette formule? Bon, ben voilà, donc pourquoi vous n'avez pas répondu tout à l'heure? Donc, derrière, il y a quelqu'un qui lève la main et dit, monsieur, pourquoi on se casse la tête à faire une boucle alors qu'on sait très bien calculer, ça fait n plus 1 sur 2. Donc, voilà la fonction somme entier. Alors, c'est exactement la même spécification, ça fait exactement le même travail. Ça prend un entier, ça renvoie un entier qui est la somme des entiers naturels. Donc, vraiment complètement identique, la spécification. Et par contre, beaucoup plus compact, hein, return n fois n plus 1 sur 2. Et après, deux petits tests comme ça. Alors, quelqu'un pourrait-il me faire une remarque sur cette expression-là, quoi, pour l'améliorer légèrement? Parce que là, en fait, c'est pas tout à fait juste. Oui. Alors, on pourrait mettre des parenthèses et je te conseille de le faire si tu n'es pas sûr de toi. Si tu sais, si les priorités, tu veux être sûr et tout ça, donc tu les mets. Là, il n'y a pas besoin parce qu'il va faire les calculs, parce que comme la multiplication et la division ont la même priorité, il va faire la multiplication en premier et ensuite, une fois le résultat calculé, il fera la division. Donc ça revient au mettre, mais ne pas hésiter à mettre des parenthèses en plus si on se sent plus à l'aise avec ça. Non, non, il y a un autre truc, il y a un problème de type là, oui. Voilà, la division, là, c'est une division qui renvoie un float, ça. Alors qu'en fait, c'est un résultat qui tombe toujours. Pourquoi nn plus 1 sur 2, c'est toujours un entier? Pourquoi ça fait jamais de 0,5? Nn plus 1, c'est un entier, hein, on est d'accord, hein. Mais je divise par 2, donc des fois, j'aurai peut-être des 0,5. Pourquoi on n'a jamais de 0,5 après, enfin, de 5 après la virgule? Ouais. Pardon? Bah, ça peut être à cause du plus 1 ou à cause du n. Ouais. Oui, il est toujours pair, pourquoi? Parce que il y en a forcément un des deux qui est pair. Soit n est pair, bah, soit il est pair, donc il est divisé par 2, donc il n'y a pas de problème. Soit n est impair, alors à ce moment-là, c'est n plus 1 qui est pair. Donc en fait, ça tourne toujours juste. Donc la remarque, je reviens et tout ça, parce que là, on vient de faire une petite dégression mathématique, c'est que là, je sais pas mon stylo, il faut mettre le double divisé là, comme ça, pour avoir un résultat entier. Hop. Donc ici, si on a une réflexion, si on a accès, effectivement, si des gens, si vous y avez réfléchi ou d'autres gens y ont réfléchi avant vous, il y a peut-être des fois des résultats analytiques qui existent déjà. Donc après, c'est ce que font les matheux, hein. Mais des fois, nous, on peut être capable d'écrire des programmes si on a, pour des choses dont on n'a pas la formule. Donc c'est plutôt l'aspect simulation. Donc nous, on peut écrire des choses en informatique, hein, qui permettent de calculer des choses, même si on n'a pas forcément la formule qui a été prouvée par un matheux, quoi. Donc on perd en réflexion, mais on gagne en rapidité. On verra cette notion de, et on peut prouver ensuite que notre programme en fait calcule bien ce qu'on veut calculer, hein. Donc ça c'est la notion de correction qu'on verra plus tard, et qu'en général une partie du cours que vous aimez pas beaucoup parce qu'elle est un petit peu dure, mais ça ira bien. Donc voilà. Donc des fois il y a plusieurs
solutions. Il y a les solutions simples mathématiques qu'on connaît. Et puis, si on n'a pas accès à cette connaissance-là, on est quand même capable de calculer des choses parce qu'on peut décomposer le problème et calculer quand même. Alors, il y a un aspect important quand... Oui. L'autre exemple, lequel, celui-là? Pour que le résultat il soit int ici. Oui, parce qu'en fait, on sait qu'il parce que en fait, en mathématiques, il y a les nombres entiers, et en informatique aussi. Mais en fait, ça, c'est un nombre entier ou pas? Qui pense que c'est un nombre entier? Qui pense que c'est pas un nombre entier? Qui s'en fout? D'accord? Donc on recommence le sondage. Qui pense que c'est un nombre entier? Bah, alors tu pourras lever la main là, juste après. Qui pense que ça n'est pas un nombre entier? Voilà. Bon, en fait, c'est 1. Donc 1, c'est un nombre entier. Mais pour un nombre entier, soit il est de type float, soit il est de type int. Donc là, c'est un nombre entier de type float. Mais il est entier. Mais en fait, ta remarque, quand tu m'as dit non, mais c'est un float, en fait, tu as eu la bonne attitude. Il faut penser que c'est un float. Hein. D'accord? Mais float, ça signifie pas non entier. Float, c'est pour des approximations de nombres réels. D'accord? Donc c'est un espace qui est plus large. Entier, int, c'est plus restreint. Ça ne peut représenter que les entiers. D'accord? Et moi, ce que je veux, c'est qu'il renvoie un int. Et donc, pour int, cet opérateur-là, il renvoie toujours un float. Moi, si je veux un int comme résultat, il faut que j'utilise ça. Si j'écris float ici, où ça? Là? Là? Oui, si on avait écrit float ici, à travailler, on gardait l'opérateur qui est comme ça. D'accord? Mais la spécification avec float ici, elle serait pas très bien. Puisqu'on sait que ça renvoie toujours un entier. Donc, dans la spécification, on met le plus précis. Float, ça veut dire un nombre, on va dire que c'est les nombres réels, qui contient les entiers aussi. Mais on peut mettre float ici, mais c'est trop général. Si on sait que c'est vraiment un entier qui va renvoyer, on met int. Alors, c'est important que maintenant qu'on a vu cette notion de boucle, c'est-à-dire cette notion de répétition, répète tant que une condition est vraie, c'est que au bout d'un moment, ça s'arrête. Parce que si on reste bloqué dans tant que la condition est vraie et qu'on tourne, notre programme ne va jamais nous répondre. Et Mister Python, là, il vous rendra jamais la main, quoi. Bon, heureusement, il y a un petit truc à cliquer là-haut, là, pour lui dire d'arrêter. Donc, quand vous cliquez sur le drapeau pour lui faire lancer votre programme, vous pouvez recliquer dessus pour lui demander d'arrêter. Si jamais vous êtes parti dans une boucle infinie, et évidemment, il n'y a pas une personne qui fait de la programmation qui n'a pas écrit un jour une boucle infinie. Forcément, on fait forcément des erreurs, hein, et au bout d'un moment, on s'en rend compte et on les corrige, quoi. Est-ce que vous pourriez nous faire partager ce que vous êtes en train de raconter? Parce que ça a l'air très très drôle et très distrayant. Youhou, je te parle. Ouais, ouais. Bien. Alors, pourquoi on se pose la question que maintenant? C'est parce qu'avant d'avoir vu les boucles while, évidemment, il n'y avait pas de problème de ces répétitions infinies. Donc, comme on a cette possibilité de boucle infinie, on va prendre un exemple un exemple d'erreur classique. Hein, donc, c'est indiqué ici erreur classique. Donc, j'ai toujours ma fonction qui est somme entier ici. Et en fait, là, j'ai une boucle infinie. Vous la voyez, la boucle infinie? Qui ne voit pas la boucle infinie? Alors, évidemment, dit comme ça, évidemment, vous ne la voyez pas. Donc, on va se mettre en mode simulation. Et on va regarder, comme on écrit le tableau pas à pas, on va regarder ce qui se passe. S vaut initialement 0. Ensuite, I vaut initialement 1. Le test,
et on l'appelle somme entier de 5. Hein, donc n vaut 5. Quand on fixe le n. De toute façon, fixez toujours vos variables hein, avec quelque chose de pertinent parce que, je répète, les variables, c'est pas elles prennent pas toutes les valeurs ou je sais pas quoi. Chaque variable, elle contient toujours une vraie valeur bien précise à l'intérieur, bien concrète. Hein. Donc, j'imagine que je calcule la somme des entiers jusqu'à 5, donc je prends n égale 5. Après, je pourrais faire un autre exemple si je veux, hein, mais parce que des fois, on peut changer les valeurs et ça change le déroulé du programme. Bon, alors là, je prends 5 pour n, s vaut 0, i vaut 1, et là, i inférieur ou égal à n, je remplace 1 inférieur ou égal à 5. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Donc, je rentre dans la boucle. S égale S plus I. Donc, S, il vaut 0. Hein. 0 plus 1, ça fait 1. Je le stocke dans S. Maintenant, S, il vaut 1. Je reboucle ici. I inférieur ou égal à N. Je remplace. Combien vaut I? Il vaut toujours 1. Et N, bah, il ne changera jamais. Il vaut toujours 5. Et en fait, I il vaudra toujours 1 aussi parce qu'en fait, on ne le modifie jamais. Donc, cette condition-là, ça va toujours être 1 inférieur ou égal à 5. C'est-à-dire, quand c'est calculé, ça vaut true. Donc, tant que c'est vrai, et c'est toujours vrai, hein, tant que c'est vrai, eh ben, exécute ça. Donc à chaque fois, il va faire S égale S plus 1, parce que I vaut toujours 1. Donc à chaque fois, ça va augmenter S de 1, mais I va jamais changer, et donc la condition sera toujours vraie, donc il va continuer de tourner tout le temps. D'accord? Donc prenez ce réflexe de remplacer les valeurs des variables par des vraies valeurs concrètes, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc la règle de bonne conduite pour un while, hein, si vous vous rendez compte que votre programme il est en train de mouliner dans le vide là, vous l'arrêtez et vous vérifiez en fait que dans la condition qui est ici, i inférieur ou égal à n ou autre chose, hein, suivant la condition que vous avez écrite, vérifiez bien qu'il y a au moins une variable là-dedans, au moins une occurrence de variable dedans, qui est modifiée dans le corps de la boucle. Et que cette modification conduit au bout d'un moment à cette condition au fait qu'elle devienne fausse. Hein. Mais déjà, la première chose, c'est déjà qu'elle soit modifiée. Hein. Là, typiquement, si on se rend compte que notre programme il mouline dans le vide, là, on l'arrête et on regarde, on fait ah ben c'est bizarre, i n'est pas modifié à l'intérieur, i ou n, hein, mais n on n'a pas le droit de le modifier, ça me parlait. I n'est pas modifié à l'intérieur, donc c'est normal que ça boucle à l'infini. Donc à ce moment-là, on se pose la question, c'est quoi, comment i doit être bien modifié. Là, on rajoute le i égale i plus 1. Ça va? Alors, après, on peut se poser la question, donc ça, c'est la version qui ne marchait pas. Sur la version qui marche, on peut se poser la question, pourquoi somme entier termine, c'est-à-dire pourquoi elle finit par s'arrêter et renvoyer un résultat, du coup, et pourquoi, pour n'importe quelle valeur de n, elle s'arrête. On a vérifié pour 5, on a fait le pas à pas, on a dessiné le petit tableau, on a bien vu que pour 5, au bout d'un moment, ça s'arrêtait. La question en règle générale, c'est si je prends d'autres valeurs de n, est-ce qu'elle va continuer de s'arrêter aussi? Voilà, on ferait exactement le même raisonnement, mais donc comme i vaut initialement 1 et qu'à chaque fois i est incrémenté de 1, et ben n-i, au bout d'un moment, comme i augmente, n-i décroît, et donc au bout d'un moment, il va s'annuler. Hein. C'est juste un remix de i inférieur ou égal à n, c'est pareil, si je fais passer le i de l'autre côté, ça revient à n-i supérieur ou égal à 0. D'accord? Donc n-i supérieur à 0, c'est tant que n-i est positif, on aurait pu écrire ça aussi comme condition qui serait exactement équivalente, tant que n-i est positif. Et là, on sait que i augmente de 1 à chaque fois, donc n-i, lui, comme n ne bouge pas, il ne fait que descendre, et un nombre qui est initialement positif, qu'on fait décroître strictement, au bout d'un moment, bah, il va bien passer dans les négatifs. Quoi. D'accord? Et donc la condition supérieure ou égale à 0, eh ben, elle va se retrouver fausse au bout d'un moment. D'accord? Et donc on va forcément sortir de la boucle. D'accord? Donc on reverra ça la semaine prochaine, hein, c'est juste pour donner un petit avant-goût. Mais les preuves de terminaison, ça va être des choses de ce genre-là. On va regarder un peu dans la condition ce qui se passe et on va prouver qu'au bout d'un moment, elle devient forcément fausse par une petite analyse hein, sur l'évolution des variables.
Bien, donc on a terminé cette partie 1. C'est bien, il y a après 1 heure. La partie 2. Donc là, on va regarder des problèmes, d'autres problèmes qu'on va essayer de résoudre. Donc, il va y avoir des problèmes qui vont être que vous allez retrouver assez souvent en exercice et que vous retrouverez aussi sans doute au contrôle. C'est des exercices sur des suites. Alors, est-ce que tout le monde a bien fait des suites en maths? Qui n'en a pas fait, en fait, c'est plutôt ça, quoi. Non, c'est bon, tout le monde a déjà fait des suites. Bon, alors, les suites, même si c'est un chapitre à part, en réalité, c'est des sortes de fonctions, hein. Sauf qu'elles ont une notation particulière et qu'au lieu de les fonctions que vous voyez en terminale, en général, c'est des fonctions qui ont les deux R dans R, donc des réels dans les réels. Les suites, c'est juste des fonctions particulières qui partent des entiers naturels vers les réels. On va dire ça pour les suites numériques classiques que vous avez vues en terminale. Enfin, on pourrait faire des suites toujours qui partent des entiers, mais qui vont vers n'importe quoi. Et a priori, c'est peut-être des choses que vous verrez à partir de cette année. Donc, c'est juste une fonction particulière, sauf que l'ensemble de départ, au lieu d'être les réels, comme vous aviez l'habitude de le voir, ce sont des entiers. Du coup, ne vous laissez pas abuser par la notation des suites. Quand vous avez eu indice n, c'est comme si vous aviez écrit u de n. U indice n, ici la suite, u indice n. La plupart des fonctions, en maths, l'année dernière, vous les appeliez f, hein, et la variable, vous l'appeliez à peu près toujours x. Hein. Et donc, vous écriviez des f de x égale tout le temps, quoi. Bah, les suites, c'est la même chose. Hein. Le u, c'est le f, et le n, c'est le x. Hein. Donc, il n'y a pas de différence. Donc, vous ne laissez pas abuser par ça. Parce que je sais qu'il y en a qui bloquent à chaque fois qu'ils voient une suite parce qu'ils ne savent plus ensuite comment l'écrire le programme. Si je vous demande d'écrire une fonction qui calcule f de x égale 3x plus 2, et je vous demande écrivez-moi ça en Mister Python, bah, vous allez écrire def, f, entre parenthèses x, float, et puis vous allez écrire retourne 3x plus 2, je sais plus ce que j'ai dit. Donc ça vous pose pas de problème pour les f de x, mais en général, ça vous pose un problème pour les suites. Alors pour les suites, c'est exactement la même chose. Hein. Si je vous demande d'écrire une suite qui calcule 3n plus 1, bah, votre suite, vous l'appelez suite U ou U, elle prend un paramètre n à l'intérieur, et puis return 3n plus 1. Hein. C'est la même chose. Hein. Donc vous le faites, ne bloquez pas là-dessus. Hein. Vous aurez l'occasion de revoir ça en TD. Alors, le plus souvent, en fait, les suites qu'on va vous demander de programmer, ça sera sûrement des suites définies par récurrence. Pourquoi? Parce que sinon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. On se retrouve on retourne au chapitre 1, au premier cours que je vous ai fait, à juste écrire des returns avec directement une expression. C'est bien pour commencer, mais au bout d'un moment, on essaye de faire des choses plus intéressantes. Et les suites définies par récurrence, elles ont cet avantage-là que c'est des calculs en fait qui se répètent. Pour calculer la valeur d'un terme de la suite, vous êtes obligé de calculer le précédent, et donc encore le précédent, encore le précédent, encore le précédent. Et donc là, vous avez cet aspect de répétition et de boucle. Alors, un exemple de suite, alors très souvent, donc ça sera noté comme ça, là c'est donné formellement. Vous avez une valeur initiale, donc U de 0 qui vaut une constante, K par exemple, et ensuite vous avez une expression de type U de n plus 1 égale F de U de n. D'accord? En gros, UN plus 1 est exprimé en fonction du terme précédent de la suite. Donc, je l'ai écrit de manière formelle, mais on va voir des exemples très précis, ça sera plus simple. Donc, par exemple, exercice, calculer, définir en Python la fonction qui calcule les termes de la suite suivante. Donc, la suite U0 vaut 7 et UN plus 1 vaut 2UN plus 3. Donc, déjà de tête, on peut se dire, bon, U0 vaut 7, combien vaut U1, U de 1? Bah, pour avoir U de 1, là, je remplace N par 0, donc il est en fonction de U0. Donc pour calculer U1 ici, j'ai juste besoin de la valeur de U0. Il se trouve que la valeur de U0, on l'a, c'est 7. Donc 2 fois 7, 14, plus 3, 17. Et donc U1 vaut 17. Et maintenant que je sais que U1 vaut 17, je peux calculer U2, parce que U2, je remplace 17 ici, 2 fois 17 plus 3, et j'aurai la valeur de U2, etc., etc. Donc si je veux le 50e terme, il faudra que je fasse ces 50 calculs-là,
jusqu'à avoir la valeur de U50 en fonction de la valeur de U49. Donc, objectif, définir une fonction qui s'appelle valeur underscore U de n. On aurait pu l'appeler plus simplement U de n. C'est vous qui voyez. Sachez qu'en Python, vous l'avez déjà vu, vous pouvez écrire des noms de fonctions qui ne se limitent pas juste à U ou à F. Vous pouvez utiliser beaucoup plus de caractères que ça. Donc, il renvoie la valeur du nth terme de la suite. Donc, c'est un problème qui est assez similaire au problème précédent de la somme des entiers. On verra si on peut... Est-ce qu'on pourrait l'écrire de manière... On peut poser la question maintenant, d'ailleurs. La suite de la somme des entiers. Avec ce schéma-là, est-ce qu'il est possible de la définir? Oui. C'est possible. Alors, on va essayer de trouver ensemble comment faire. Donc, U0, initialement, on lui donne comme valeur. Pardon? U0? Oui. Je n'ai pas entendu. Vaut 1? Oui. Oui, d'accord. U0 égale 0, ça on est d'accord. Petit à petit. U0 égale 0, c'est la bonne valeur initiale. Et ensuite, UN plus 1, on peut le calculer à partir du précédent. C'est UN plus N. Pour calculer U1, je prends U0 plus 1. U1, U0 plus 1. Pour calculer U2, je prends U1, la valeur précédente, plus 2. Et U3, je prends la valeur précédente. Vous souvenez-vous, S plus 3, S plus 4, S plus 5, S égale S. Et en fait, le S égale S, au début, le S c'est UN, et le S suivant c'est UN plus 1 en fait. Donc pour calculer la somme des entiers, c'est juste une digression comme ça, mais U0 égale 0, UN plus 1 égale U de N plus N. Et avec ça, vous avez une expression, une définition d'une suite récurrente, là, définie par récurrence, qui calcule exactement ce que vous voulez. Et après, vous pouvez regarder la correspondance avec ce qu'on a écrit en Mister Python, et vous verrez ça. Donc, bon, je ferme la parenthèse. Donc là, c'est juste calculer cette suite-là qui est plus simple que UN plus N, parce qu'elle ne dépend pas de N, elle dépend uniquement de UN. Donc, on va créer une boucle while, ici. Donc, suite U, elle prend un entier, qui est le N, et elle renvoie la valeur de la suite, UN. Donc, quand N vaut 5, ça va calculer U5. Quand N vaut 10, ça va calculer U10. Donc, ça renvoie un entier. Puisque là, on ne sort pas des entiers. Donc, précondition N supérieur ou égal à 0, retourne la valeur au rang N de la suite UN. Donc, ça calcule U de N. Donc, initialement, U vaut 7. Donc, ça correspond à U0 égale 7. Je pars de U égale 7. I, c'est mon compteur. Au début, il vaut 0 parce que là, je suis en train de calculer l'indice 0. Et je vais dire, tant que I est strictement inférieur à N, je fais ces deux calculs. U égale 2U plus 3. Donc c'est bien ça, c'est 2U plus 3. Je calcule 2U plus 3 et je mets à jour U après. D'accord? Donc je ne conserve pas toutes les valeurs U0, U1, U2, U3. Je ne conserve pas tout l'ensemble des valeurs. Je réutilise toujours la même case mémoire pour me souvenir. Parce qu'une fois que j'ai calculé U2 à partir de U1, U1, j'en ai plus besoin. Donc autant réutiliser la même case mémoire. C'est pour ça que je réutilise le U. Oui? Oui? Mais la suite géométrique, elle est aussi définie par récurrence. Oui, mais alors ça, je reviens à ce que j'avais expliqué tout à l'heure, mais c'est comme la somme des entiers. On connaît aussi des expressions analytiques des choses. Par exemple, la somme des entiers, on peut le définir par récurrence, comme j'ai expliqué. U0 égale 0,
un plus 1 égale un plus n, mais on sait aussi que ça vaut n plus 1 sur 2. Donc, on n'a pas besoin de calculer les termes précédents. Donc, il se peut qu'il existe une formule qui nous permet d'aller plus vite, d'accord? Mais là, on est en train de regarder dans toute généralité sur ces suites récurrentes-là, parce qu'il y a des suites qui sont ni arithmétiques ni géométriques, hein. Par exemple, la suite de la somme des entiers. Et là, donc, du coup, on n'a pas forcément, là, on a une formule, mais pour des expressions plus compliquées de suite définies par récurrence, on n'a pas forcément de formule. Donc là, je dis, je réutilise U, hein, ça veut dire que là, U, par exemple, c'est U4. Au moment où je calcule 2 fois U4, U de 4 plus 3, et ça devient la valeur de U5, mais je la restocke dans U parce que ça sert à rien de stocker toutes les valeurs successives. Je réutilise la même case mémoire parce que j'ai besoin qu'une seule mémoire. Et j'incrémente I pour passer au terme suivant. D'accord? Là, ici, le I, il n'intervient pas dans la formule U égale 2U plus 3, hein, contrairement à la somme des entiers où le I, il intervenait. Là, il n'intervient pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre I, en fait, il sert vraiment uniquement à compter le nombre de tours de boucle, hein. C'est vraiment juste un compteur de nombre de tours. Et donc, comme je vais faire n tours de boucle, ben, je mets I à 0 et je dis tant qu'il est strictement inférieur à n, hein. Puisque quand il vaudra 0, hein, on va compter ensemble, hein, combien de tours de boucle on va faire? Au début, I vaut 0, ça fait un tour. 2, on imagine que n vaut 5, hein, on fixe, hein. N vaut 5. On va voir combien de tours de boucle ça fait. I vaut 0, un tour. I vaut 2, deuxième tour. Non, pardon. I vaut 0, ça fait un tour. I vaut 1, 2 tours. I vaut 2, 3 tours. 3, 4, ouais, quand il vaut 4, non, quand il vaut 3, c'est le quatrième tour. Quand il vaut 4, c'est le cinquième tour. Et pendant le cinquième tour, il vaut 4. Et je fais I égale I plus 1. Donc maintenant, il vaut 5. Est-ce que 5 est strictement inférieur à 5? Non, et donc là, je m'arrête. D'accord? Donc si vous commencez à compter à partir de 0, pensez à mettre strictement inférieur. Sinon là, si on voulait faire 5 tours aussi, on pourrait mettre I à 1, et à ce moment-là, on aurait dit I inférieur ou égal à N, hein. Donc faites attention à ça, au nombre de tours de boucle, c'est hyper important de ne pas se planter dessus. Mais bon, vous savez que si vous comptez à partir de 0, mettez strictement inférieur le nombre de tours de boucle que vous avez, et c'est ce que vous aurez, hein. Si vous n'aimez pas ça, vous partez de I égale 1, et vous mettez inférieur égal ici, et vous aurez exactement le N tours de boucle aussi. Bien, une fois que j'ai calculé tout ça, hop, je renvoie U et c'est terminé. Si vous avez du mal à voir, n'hésitez pas à mettre un petit print à l'intérieur qui affiche le I. Comme ça, vous verrez bien combien de fois il fait le tour. Fait print I, hop, et puis vous verrez normalement 1, 2, 3. I, vous verrez, ça dépend. Si vous le mettez après ici, ce I égale I plus 1, vous allez voir 1, 2, 3, 4, 5. Si vous le mettez juste avant I égale I plus 1, vous allez voir 0, 1, 2, 3, 4. Mais il n'y aura toujours que 5 tours à chaque fois. Bon, 2 asserts ici pour vérifier les valeurs de la suite. A priori qui fonctionnent. Donc la simulation ici, si on prend n égale 6, alors je ne vais pas le faire, ça va être un peu fastidieux, mais n'hésitez pas à le refaire chez vous. Donc entrée, U vaut 7 et I vaut 0. C'est bien le cas, hein. U vaut 7 et I vaut 0. Donc au moment de l'entrée de la boucle, c'est ça. Et à 1, je vérifie ce qui se passe à la fin du premier tour. Bon, déjà, je vérifie que la condition est bonne et je regarde ce qui se passe après le premier tour. Donc I vaut 0. Donc je teste si 0 est strictement inférieur à 6. C'est vrai, donc je rentre dans la boucle. Donc 2U plus 3, I égale I plus 1. Donc U, initialement, il vaut 7. 2 fois 7, 14. Plus 3, 17, ce qu'on a déjà vu. Donc maintenant, je le stocke dans U. U vaut maintenant 17. Et il est incrémenté. Donc I vaut 1. Donc 17 et 1 maintenant. 17 et 1. Et vous continuez ce petit cheminement là. Et vous allez constater que ça calcule toutes ces valeurs-là. Et au moment de la sortie, ça je vous l'avais déjà montré que I valait 6 en sortie. Et non, il y a une erreur.
Parce que c'est pas inférieur. Ah si, c'est n égale 6, pardon. Parce que j'avais fait l'exemple à n égale 5, c'est pour ça que je me suis embrouillé. Donc ça marche bien. Donc à la fin, i vaut bien 6. Puisque, pas à la fin, i vaut 6, oui. I vaut bien 6 parce que 6 strictement inférieur à 6, c'est faux et c'est à ce moment-là qu'il sort. D'accord. Petit truc, en fait. Vous avez une boucle là. Vous voyez la boucle. Et là, vous avez l'instruction qui suit. Vous pouvez toujours savoir combien vaut i à cet endroit-là. La valeur ki à cet endroit-là, c'est toujours la première valeur de i qui rend la condition fausse. D'accord. Donc là, on était en train de simuler pour n égale 6. Quel est le premier i qui fait que ça devient faux? C'est quand i vaut 6, et donc vous êtes sûr qu'à cet endroit-là, i vaut 6. Parce que sinon, il ne serait pas sorti de la boucle. D'accord. Vous savez qu'à i ne peut pas valoir 5 ici, parce que s'il valait 5, ça sera encore vrai, donc ça sera encore en train de tourner. Mais à partir du moment où il vaut 6, vous savez qu'il sort de la boucle, donc là, i vaut bien 6 ici. Et donc en sortie, si on a bien fait les calculs, on a trouvé 637, qui était bien le résultat qu'on cherchait. Alors, un autre exemple de ce qu'on pourrait vous demander en TD, là. Vous pourrez demander la valeur de la somme ou du produit des éléments d'une suite. Donc, par exemple, calculer Sn égale la somme pour k qui varie entre 0 et n d1 sur 2 puissance k. Je vais fermer la porte, ça ne changera pas grand-chose. Donc, on peut calculer des sommes partielles comme ça. Donc, vous lui donnez un nom, somme partielle U, elle s'appelle. Mais vous pouvez lui donner n'importe quel autre nom. De toute façon, en général, on vous le suggère dans l'exercice. Donc, ça prend un entier n, qui est la valeur du n qui apparaît dans cette formule-là, qui prend un entier et ça renvoie un float. Là, ça renvoie un float parce qu'il y a une division. Bon. Là, quand vous voyez un sigma comme ça, là, vous voyez bien que k va varier entre 0 et n. Inclus, 0 et n inclus. Donc, vous voyez bien qu'il y a une variable k qui s'incrémente au fur et à mesure. Vous vous souvenez, on l'a déjà vu au début du cours. On a déjà vu comment faire pour avoir une variable qui va. Elle s'appelait i, mais maintenant on va l'appeler k. On va voir ce que ça donne. Alors, pourquoi la somme ok. Donc là, on part de 0. Donc l'idée là, si on calcule déjà le premier terme, on pourrait partir de 0. On pourrait partir de s égale à 0 et k égale 0 aussi. Mais on peut partir aussi directement du premier terme. Mais à ce moment-là, n égale à 0, oui, c'est le premier terme. Ouais. Donc ici, quand je remplace ici n par 0, je fais la somme de k égale à 0 à 0. Donc ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule terme dans la suite, c'est quand il vaut 0. Et si je remplace k par 0, j'ai 1 sur 2 puissance 0, ça fait 2 puissance 0, ça fait combien? 1. Et 1 sur 1, ça fait 1 aussi. Donc c'est pour ça qu'ici j'ai 1. Pardon, j'ai 1 le flottant là. D'accord? Donc ça c'est le premier terme. Et je vais compter. Alors si je suis parti de k égale 1 et que je teste tant que c'est inférieur ou égal à n, ça veut dire qu'il va faire combien de tours de boucle? N tours. Donc 1 au début, puis 2, puis 3, puis 4. Et quand il sortira ici, combien vaudra k? D'après ce que j'ai dit juste avant. Là, on est sûr que k a une certaine valeur pour sortir. C'est la première valeur qui rend la condition fausse. Combien vaut k au niveau du return là? N plus 1, exactement. N plus n, ça marche pas. N inférieur ou égal à n, c'est encore vrai. Donc là, il faut encore un tour. Et n plus 1, là, ça devient faux, il s'arrête. Si vous avez du mal avec n, prenez un n précis. Parce que de toute façon, la fonction est toujours appelée avec une vraie valeur de n ici. Donc prenez une valeur 12, par exemple. Si n vaut 12, combien vaut k quand on est sorti de la boucle? Bah, il vaut 13. Parce qu'à 12, 12 inférieur ou égal à 12, c'est encore vrai, donc il faut encore un tour. Mais 13 inférieur ou égal à 12, ça c'est faux, c'est là qu'il sort. Et donc en sortie, ici, il vaut 13. Et donc quand n vaut 100, en sortie, k vaut 101, etc. Donc il vaut 1 de plus que n à chaque fois. Je ferme la parenthèse une nouvelle fois.
Donc, tant que K est inférieur à N, je mets à jour S. Donc, S, c'est une accumulation. Je prends la somme partielle précédente. Hein. J'ai déjà fait la somme d'un certain nombre de termes. Et je lui rajoute un demi à la puissance K. Qui est écrit ici, c'est la même chose. Un demi à la puissance K ou 1 sur 2 puissance K, c'est la même chose. Et j'augmente K. Si vous avez du mal avec cette notation, n'hésitez pas à écrire égal avec, derrière, directement la formule développée ici. Si je remplace les K par 1, par 0, 1, 2, 3, etc., là, c'est 1 plus 1 demi plus 1 quart plus 1 huitième, etc., etc. Jusqu'à 1 sur 2 puissance n. Voilà, et donc une fois que vous avez tout accumulé dans S, à ce moment vous retournez S à la fin et puis vous avez votre résultat. Oui. Le K, c'est ce K qui est ici en fait. C'est le K qui apparaît ici. C'est le même que celui qui apparaît ici. C'est une variable, c'est un entier qui va prendre successivement les valeurs 0, 1, 2, 3, 4, 5. Puisqu'en fait, ça, lui, 1 sur 2 puissance K, il faut que, au début, quand K vaut 0, ça vaut bien 1. Quand K vaut 1, ça vaut 1 sur 2. Quand K vaut 2, c'est 1 sur 4, etc. Jusqu'à avoir N, ça donne 1 sur 2, N. Donc le K, il change de valeur pour que ce terme-là, il ait bien la bonne valeur à chaque fois. Et cette valeur-là, je l'accumule dans S. C'est une autre manière de l'écrire. Hein. On peut l'écrire aussi comme ça. On peut réécrire 1 sur 2 étoile étoile K. Ça marchera aussi. Il faut que tu me dises avant ou ça. Là. Pas celle-là. La somme des entiers. Celle-là. Il n'y en a pas d'autres. Hein. Celle-là, en fait, le K, c'est le I. Bah ouais, mais on peut choisir le nom qu'on veut. Hein. C'est juste ça. Hein. Ah, parce que c'est puissance. Ça, c'est le symbole de la puissance. D'accord? 2 puissance K. C'est pas une multiplication, hein, c'est puissance. D'autres questions? Alors, je vais juste, parce que je répète souvent les mêmes choses, hein, en espérant que ça rentre. Donc, jeu de test, c'est un peu difficile de faire des tests sur les flottants. Hein. Pourquoi? Parce que je vous dis, les flottants, c'est pas les vrais réels. Hein. Donc, tester l'égalité sur des nombres qui éventuellement ont des erreurs d'approximation. Il suffit qu'il y ait une approximation une erreur d'approximation à la 20e décimale et voilà, votre égalité devient fausse. Hein. Alors qu'a priori, c'est juste l'ordre dans lequel vous avez fait les calculs qui différait. Hein. Et aussi la notion de valeur asymptotique, c'est que des fois, quand on fait des sommes comme ça de termes de suite, comme celle qu'on vient de voir jusqu'à des sommes des 1 sur 2 puissance k, en fait, cette suite, elle a une limite. Cette suite, elle a une limite, qu'on appelle une valeur asymptotique, une limite qu'elle atteint jamais, en fait, hein, qui est 1. En fait, ça vaut 1. Ah non, c'est 2. Ouais, parce que c'est 1 plus le reste. Parce qu'il y a un terme 1 au départ. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, 1 sur 2 puissance k, si vous mettez 1 sur 10 puissance k, si vous aviez 9 sur 10 puissance k, vous seriez en train de calculer 9,99999999999 et ça vaut combien? 9,9999999. Ça vaut 10, d'accord? Donc au bout d'un moment, ce machin-là, il vaut 10. Alors ça, c'est la même chose en fait. Je dis ça pour les gens qui veulent continuer en informatique. Ça, c'est la même chose, mais en base 2, hein, c'est en binaire. Donc là, ça fait 1,1111111 en binaire. Et donc ça fait un 0 à la fin, quoi. C'est-à-dire 2. Mais bon, évidemment, on est dans les flottants, donc au bout d'un moment, avec les erreurs d'approximation, vous regardez là, si je calcule les valeurs de la suite, U de 10, il va trouver que c'est 1,999, etc.
Mais si je demande 1000, là, il va directement me répondre 2. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, en fait, 1 sur 2 à la puissance 1000, là, bah, c'est un nombre qui est tellement petit qu'il ne peut plus être représenté dans les flottants. Enfin, des fois, il peut l'être encore un petit peu. Enfin, il peut l'être, mais si j'additionne 2 plus ce nombre qui est microscopique, bah, le résultat, ça fait toujours 2, en fait, quoi. D'accord? Et donc, ça bougera plus après. D'accord? Donc, c'est bien, il est bien conscient que c'est pas des vrais réels, les floats, c'est des nombres qui ont une précision limitée. Oui? Pardon? Bah, est-ce que ça veut dire, est-ce qu'on a prouvé mathématiquement que la suite tendait vers 2? Non. Mais la suite tend vraiment vers 2. C'est juste que c'est pas une preuve mathématique, quoi. On peut s'en servir pour se dire qu'effectivement, ça converge vers 2, hein. Ça pourrait nous donner des idées pour prouver ça en maths ensuite. Mais je sais pas si c'était ça le sens de ta question. Bah, disons, informatiquement, oui, elle converge vers 2. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, elle va valoir 2, elle va plus bouger. Donc dans les flottants, elle converge vers 2. Et en maths aussi, d'ailleurs. Mais non, on ne peut pas en déduire quelque chose mathématiquement dans cet exemple-là, quoi. Avec les flottants, comme c'est des valeurs approchées, on ne peut rien en déduire mathématiquement sur des réels, en fait. Parce que ce pas des nombres réels. L'arithmétique des flottants, elle est légèrement différente de l'arithmétique des nombres réels. Pour cette raison-là, qu'il y a une précision qui est limitée, quoi. Bon, alors, donner une définition de la fonction convergence U qui calcule la valeur lorsque la suite a convergé. Donc là, c'est trouver 2. Donc on peut faire une espèce de boucle qui calcule la valeur de la suite et on va dire qu'on va continuer tant que quoi? Si quelqu'un a tout de suite une idée? Je voudrais savoir quand est-ce qu'elle a convergé au sens de, pas mathématique, mais au sens du Python, quoi. Et donc, je voudrais trouver rapidement la valeur 2, mais je veux la trouver la valeur 2 directement par un programme, pas en testant avec 10, 20, 30 jusqu'à ce qu'elle bouge plus, quoi. Je vais pas écrire le programme, mais on essaye juste d'avoir une idée. Donc, évidemment, on va calculer plein de termes. On va calculer les termes successifs, comme on l'a déjà fait. Mais quand est-ce qu'on va s'arrêter? On va pas s'arrêter à 10 ou à 1000 parce que ça, c'est une valeur qu'on se fixe nous. Éventuellement, à 1000, on peut constater que ça a convergé, mais c'est pas ça qu'on veut faire. On veut une fonction qui ne lui donne rien en entrée et qui va renvoyer 2 pour dire à 2, c'est bon, ça bouge plus. On va mettre une boucle while en disant tant que U est. Oui, mais alors là, on donne la réponse au programme. Moi, je voudrais ne pas donner la réponse au programme. Oui? Voilà. Voilà. Alors, c'est exactement ça qu'il faut faire. Alors, je vais reformuler l'idée un peu différemment. C'est-à-dire que là, quand on faisait la somme ici, à chaque fois la somme, on a juste la somme S et on la met à jour ici. Si on prend une deuxième variable S2 ou S précédent, si je maintiens à la fois S et S précédent, donc les deux au lieu de calculer un seul terme de la suite qui remplace le précédent à chaque fois, si je maintiens deux termes successifs, je les maintiens les deux comme ça, je vais dire tant que ces deux termes que tu as appelés à toi A et B, tant que A est différent de B, bah, je continue de calculer A et B à chaque fois avec le suivant, avec le terme suivant. Mais par exemple, je garde le couple U0, U1, et ensuite U1, U2, U2, U3, U3, U4. Et comme à chaque fois j'ai les deux successifs, tant qu'ils sont différents, je continue de calculer, et puis dès qu'ils deviennent égaux, là je m'arrête, et je dis que ma suite a convergé. Voilà, donc là je ne l'ai pas écrit le programme, donc un bon exercice, ça serait de l'écrire. Alors, il y a d'autres exemples, la factorielle par exemple. Donc factorielle, ça, la notation mathématique, c'est n suivi d'un point d'exclamation. Factoriel de n, c'est le produit des entiers de 1 à n. Et par convention, factoriel de 0 égale 1. Donc si on vous demandait d'écrire ce programme-là, un programme qui calcule la factorielle, déjà, faut vous poser la question, est-ce que moi, je sais le calculer? Évidemment, pas sur des grosses valeurs. Mais il faut que vous sachiez faire le calcul vous-même pour voir ce qui se passe dans votre tête pour pouvoir écrire le programme. Si vous ne savez pas le faire vous-même, n'espérez pas écrire un programme qui va vous le faire, hein.
D'accord? Donc, première attitude, vous avez le problème. Essayez de voir vous-même si vous arrivez à le faire. Donc, factoriel de 0, ça fait 1. Factoriel de 1, ça fait combien? Donc, c'est le produit des entiers jusqu'à 1, ça fait 1. Produit des entiers jusqu'à 2, ça fait 1 fois 2, ça fait 2. Produit des entiers jusqu'à 3, ça fait 6. Produit des entiers jusqu'à 4, 6 fois 4, 24, oui. Produit des entiers jusqu'à 5, bah, c'est 24 fois 5. Vous voyez qu'à chaque fois, je me sers du résultat précédent, puisque j'ai déjà calculé 1 fois 2 fois 3 jusqu'à 4, par exemple. Et si je veux la factorielle suivante, j'ai juste à multiplier par 5, puis par 6. Ça vous rappelle pas quelque chose? Alors, qui a dit si? Je t'ai vu, alors tu peux répondre à la... Maintenant, tu as 3 secondes pour réfléchir à donner une vraie réponse. Ça vous fait penser à quoi? Alors, c'est pas une suite géométrique. Voilà, ça fait penser à la somme. Vous voyez pas que c'est la même chose que la somme? Sauf qu'à la place d'un plus, on met multiplié. Ah, une petite différence aussi avec la valeur initiale. Oui, vas-y, pose ta question. Si on met 100 à la place de n, tu veux dire? J'ai pas entendu parce qu'il y a des gens qui parlent en même temps. Oui? Non. Si on fait la factorielle de 100, on va se retrouver avec le produit des entiers jusqu'à 100. Tu m'entends pas non plus? J'ai pas compris que tu dis qu'on se retrouve avec la somme. Mais il n'y a pas de somme. En fait. Si on fait le produit des entiers jusqu'à 100, ah oui, c'est il suffit de remplacer le multiplié par le plus par un multiplié. Hein. Donc effectivement, c'est exactement la même fonction bon, que pour somme n. Sauf que là, bon, on a juste, au lieu d'appeler i, on l'a appelé k. Et vous voyez ici que c'est la même chose, sauf que au lieu d'avoir s égale s plus k, on a f égale f fois k. D'accord? Donc il y a juste les noms qui ont changé et le plus qui est devenu multiplié, mais sinon c'est exactement la même fonction. Avec une différence, c'est que ici la valeur initiale, c'est on l'a mis à 1 et là on a mis inférieur égal. Est-ce qu'on avait fait inférieur égal tout à l'heure? Oui, quand même. Bon, alors il y a toujours le problème de la valeur initiale. Alors méfiez-vous, quand vous avez ici des calculs qui sont des produits, votre variable, faut l'initialiser. Il ne faut jamais l'initialiser avec quelle valeur? Avec 0. Hein. Parce que si vous avez un calcul de produit et que vous initialisez une valeur à 0, à chaque fois que vous allez multiplier 0 par quelque chose, ça va rester égal à 0. Hein. Donc votre fonction, elle enverra toujours 0. Hein. Donc pensez bien à ça. En fait, la bonne valeur d'initialisation pour ce genre de truc, donc pour le produit, c'est 1. Et pour la somme, en fait, si vous voulez accumuler des choses, la bonne valeur initiale, c'est 0. En fait, la bonne valeur initiale pour n'importe quel problème, c'est la valeur qui, en fait, est neutre, qui ne change rien pour l'opération. Donc le neutre pour l'addition, celui qui fait rien, c'est le 0. Plus 0, ça ne change pas. Et pour la multiplication, le neutre, c'est le 1, c'est celui qui ne change pas non plus. Exercice, écrire une fonction qui calcule la puissance d'un nombre. Et vous voyez, la puissance d'un nombre x puissance n, vous avez peut-être oublié, mais par définition, x puissance n, c'est x fois x fois x fois x fois x fois x, avec n fois. Il y a nx dans le produit, ce qui peut s'écrire comme ça. Somme pour k égale 1 à n de x. Vous voyez que l'expression ne dépend pas de k, donc ça veut juste dire faire le produit k fois de x. Quoi. X fois x fois x fois x, k fois. D'accord. Vous laissez pas, n'ayez pas peur non plus des expressions. Si vous avez un produit comme ça, dans lequel le k n'apparaît pas, ça veut dire que c'est puissance k. Et si vous avez la somme ici d'un produit qui ne dépend pas de k, c'est quoi cette fois-ci? Si vous avez un sigma comme ça, mais que ça ne dépend pas du k à l'intérieur, ça revient à faire quelle opération? Bah, ce machin-là, plus ce machin-là, plus ce machin-là, c'est-à-dire une multiplication. Vous multipliez par n en fait, puisque le x va apparaître n fois avec des plus. Donc ça, c'est une multiplication. Si le x apparaît n fois avec des fois, bah, c'est puissance n. Je ferme la parenthèse. C'est qui fait du bruit.
Il reste encore un quart d'heure. Alors, un autre exemple qui est plus compliqué, on terminera là-dessus, c'est le calcul du PGCD. Donc, le plus grand diviseur commun. Vous avez peut-être déjà vu ça. Hein. Si vous étiez en S, normalement, c'est peut-être partie des algos, mais peut-être seulement en SPMAT, je ne sais plus. Bon, bref. Je vais calculer un PGCD, c'est-à-dire que je veux une valeur A, une valeur B. Il manque le 2.int ici, hein, mais vous allez rajouter mentalement dans votre tête. Donc, avec A qui est plus grand que B et B supérieur à 0, et ça doit renvoyer le plus grand diviseur commun entre A et B. Alors, je vais donner un exemple. Bon, je vais vous montrer les exemples là tout de suite. Le PGCD de 56 et 42, c'est 14. C'est-à-dire que 14, c'est le plus grand nombre qui divise à la fois 56 et 42. Là, l'autre exemple, 17, c'est le PGCD de 1139 et 391. C'est le plus grand nombre qui divise à la fois celui-là et celui-là. Tout le monde est OK sur cette définition de PGCD? Non, a priori, vous en avez déjà vu, enfin, on vous a déjà parlé au collège. Hein. Donc, c'est quand même des vieux trucs. Hein. Bon. Alors, il y a un algorithme qui permet de calculer ce PGCD systématiquement et toujours trouver la bonne réponse. Et il est indiqué ici. Et vous allez voir, c'est un algorithme qui est répétitif en fait. Donc, pour calculer le PGCD de A et B avec à chaque fois B qui est plus petit, si B est non nul, alors le PGCD de A et de B, c'est le même que le PGCD de B et du reste de la division euclidienne de A par B. Alors, le reste de la division de euclidienne de A par B, ça s'écrit comment en Python? Oui, A pour 100B, oui. Donc, pour avoir PGCD de A et B, c'est la même chose que PGCD de B et A pour 100B. Donc ça, on le refait. Une fois qu'on a fait ça, on a deux nouveaux nombres. Et on peut regarder à nouveau et reprendre la PGCD on les renomme A et B. Et on dit que c'est à nouveau le PGCD de B et de A pour 100B. On fait ça tant que quoi? Jusqu'à ce que B soit nul. Et si B soit nul, à ce moment-là, le PGCD, c'est le A. Donc là, vous avez des exemples ici. PGCD de 56 et 42, c'est la même chose que le PGCD de 42 et de 56 pour 142. 56 pour 142, c'est le reste de la division de 56 par 42. Bon, 42, il est une seule fois dans 56 et le reste, bah, c'est ce qui reste, hein, c'est-à-dire 14. Donc là, vous avez la division euclidienne ici. Donc là, B est toujours pas nul. Maintenant, lui, on le renomme A, lui, on le renomme B. B n'est toujours pas nul, on recommence. 42 et 14, c'est la même chose que le PGCD de 14, le B. Et ça fait 42 divisé par 14, il reste combien? Il reste 0, ça tombe juste. Hein. 14 et 14, 28. Et 14, 42. Donc c'est 42, c'est 3 fois 14, donc le reste est nul. Donc c'est la même chose que 14 et 0. Et on a dit à la fin qu'on s'arrêtait quand B vaut 0, le PGCD, c'est-à-dire le 14. Vous avez un même exemple ici un peu plus compliqué. Peut-être c'est l'algorithme du carreleur. Hein. Vous avez une salle de bain comme ça. Et vous voulez la carreler. Vous voulez mettre des carreaux dedans. Donc comment il fait le carreleur? Donc ça c'est B le plus petit. Et ça c'est A le plus grand. Que fait le carreleur? Bah, il regarde le mur le plus petit là, et puis il fait des carrés. Et lui, qu'est-ce qui reste ici? Il reste B ici. C'est le même B que là. Et là, c'est quoi ici? C'est A modulo B. C'est la rate de division de A par B. Hein. Là, j'ai reporté la longueur B qui est ici, je la reporte une fois ici, une deuxième fois ici. Ça, c'est la division. Combien de fois il y a B dans A? Bah, 2 fois, c'est A divisé par B. Et là, bah, c'est ce qui reste. Donc, si j'arrive à carreler cette partie-là, le but, c'est de ne pas couper de carreaux. Hein. Si j'arrive à carreler parfaitement cette partie-là sans couper de carreaux, ça veut dire que sur toute cette partie-là de la pièce, j'aurais pas coupé de carreaux. Et puis là, comme c'est carré, donc là, j'ai pas coupé de carreaux ici, j'ai pas de coupé de carreaux ici.
Donc tout ça, ça peut être pavé avec des carreaux sans les découper. Et ça, comme c'est exactement le même carré aussi. Donc là, j'ai réussi, si j'arrive à carreler ça comme il faut, je pourrais carreler ces deux-là aussi comme il faut et j'aurais carrelé toute ma salle de bain sans faire une seule découpe de carreaux. Bon, alors maintenant, comment on sait si cette partie-là, on peut la carreler ou pas, sans couper de carreaux? Ben, on refait exactement la même chose, quoi. Le problème se répète, quoi. C'est-à-dire que ce B-là, je le rappelle A, et ce A modulo B, maintenant, je l'appelle B. Donc ça, c'est B, ça, c'est A. Hein, là, maintenant, j'ai B ici, j'ai A ici, et j'ai le même problème que Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'il va faire, le carreleur? Ben, il va regarder combien il y a de carrés ici. Hop, hop. Et maintenant, il va s'occuper de savoir s'il arrive à carreler cette partie-là, quoi. Donc, c'est exactement ça l'algorithme de Click qu'on vient de vous montrer ici, quoi, hein, mais de façon plus imagée. Donc, le calcul est écrit ici. Et on terminera a priori là-dessus. Je vais juste regarder un truc. Quelle heure est-elle? Il reste 10 minutes, c'est parfait. Donc, PGCD de A et de B. Alors, préconditions, on les avait déjà vues tout à l'heure. Alors, par défaut dans Mister Python, vous n'avez pas le droit de modifier les paramètres des fonctions. Donc, vous ne pouvez pas utiliser A là-dedans, vous ne pouvez pas écrire de A reçoit quelque chose. D'accord? Donc, c'est une convention qu'on a, jamais on modifie les paramètres. Du coup, je me prends deux variables PA et PB qui, elles, que je pourrais modifier et qui valent initialement A et B. Et une variable temporaire, ça va servir à faire la permutation à renommer B en A et A modulo B en B. Donc, tant que PB est différent de 0, donc tant que mon B est différent de 0 de mon algorithme de tout à l'heure, alors je calcule A modulo B, PA modulo PB, et je le stocke dans une variable temporaire. Et ensuite, là, je fais mon opération A reçoit B, c'est bien ce qu'on avait dit, l'ancien B devient le nouveau A, et B reçoit le truc temporaire, c'est-à-dire il va bien recevoir l'ancien A modulo l'ancien B. Hein. On est obligé de faire comme ça parce que si je mets directement A modulo B dans B, je vais avoir un problème à mettre, j'aurais perdu B. J'aurais plus de B pour le remettre dans A. D'accord? Donc c'est pour ça que j'utilise cette troisième variable. Hein. Donc ça, c'est complètement classique de faire les permutations avec ça. C'est la même chose que si vous avez deux verres, en fait. Vous avez un verre de whisky, un verre de coca. Et il y en a un qui est dans un verre bleu et un dans un verre rouge. Et vous voulez les permuter, les contenus. Comment vous faites pour pas faire du whisky coca? Prenez un troisième verre. Vous versez temporairement un premier verre dedans, comme ça vous pouvez transvaser le verre dans l'autre, et hop. Vous pouvez penser au même exemple avec de l'eau et du sirop de menthe, si vous voulez. Donc, ça sert à faire la permutation, et ça fait bien ce que nous dit l'algorithme. Si on s'est bien concentré sur ce qui était écrit là, ici, là, si B différent de 0, le PGCD de A et B, c'est le PGCD de B et de A pour 100 B. C'est exactement ce qu'on a fait ici. Voilà, vous regarderez ça un peu plus à tête reposée. Tu avais une question? Le PGCD, c'est le nombre le plus grand qui divise les deux nombres. Si je cherche le PGCD ici de 56 et de 42, je vais trouver que c'est 14. Parce que 56, si je divise par 14, ça tombe juste. Et 42, si je divise par 14, ça tombe juste aussi. Et il n'y a pas de nombre plus grand que 14 qui permet de faire ça. C'est ça le PGCD. C'est le plus grand diviseur commun. Le programme, il va nous répondre, si je lui donne 56 et 42, il va répondre 14. Et les exemples sont là, quoi. Si je lui demande 9 et 3, PGCD de 9 et 3, ça fait 3. Le 3 divise à la fois 3 et il divise 9, et c'est le plus grand. 15 et 15, c'est 15. 56, 42, on vient de le voir, c'est 14. Et entre 1139 et 391, le plus grand nombre possible pour que la division tombe juste, c'est 17. Donc vous pouvez simuler avec 56 et 42 ce que ça donne.
pouvez faire ça aussi avec l'algorithme du carrelage. Vous prenez une grille de 52 sur 42, vous allez voir en faisant les découpages comme ça qu'à la fin, vous allez trouver que le carreau le plus grand possible qui permet de tout paver, hein, c'est, a priori là, c'était 14. J'ai pas de grille. Alors, j'en termine là-dessus. Il y a aussi la possibilité d'écrire des boucles imbriquées, comme on avait vu que les if, on peut mettre un if à l'intérieur d'un autre if. Et qu'il y avait une notation qui était plus simple pour les if. Là, pour les boucles, on a le droit de mettre des boucles à l'intérieur d'autres boucles. Donc là, mon but, c'est de calculer des paires comme ça, de nombres, avec à chaque fois les deux parties qui soient, les deux membres du couple qui soient différents. Donc, par exemple, si on limite la valeur des nombres à n égale 1, donc on prend que les nombres au maximum qui sont égaux à 1, on a deux couples possibles, 0, 1 et 1, 0. Si je m'autorise à aller jusqu'à n égale 2, j'ai tous ces couples-là qui sont possibles, 0, 1, 1, 0, 2, 0, 2, 1, 0, 2 et 1, 2. D'accord? On ne prend pas 2, 2 ni 1, 1. D'accord? Il faut qu'à chaque fois les deux membres de couple soient différents. Et j'aimerais bien savoir combien il y en a. Par exemple, pour n égale 1, là, il y en a 1 et 2. Et pour n égale 2, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Mon but, c'est d'écrire le programme qui me dit, quand je lui donne le n, il me dit combien il y a de couples. Bon, évidemment, on peut trouver la formule mathématique pour le faire. Ça va pas être très compliqué. Vous pourrez y réfléchir. Mais si on n'a pas d'idée, si on ne sait pas comment mathématiquement trouver la formule pour le faire, on peut quand même écrire un programme qui va nous le faire. Et là, on a besoin à la fois de notre programme qui permette que le premier membre du couple, il varie là de 0 jusqu'à 2. Et on a besoin aussi que le deuxième membre du couple, lui aussi, varie. Mais pas de la même, il varie pas en même temps. Il varie indépendamment l'un de l'autre. Donc, je vais prendre deux variables et je vais les faire évoluer et les imbriquer en fait. Donc là, je prends un i et je prends un j. I pour le premier membre du couple, j pour le deuxième. J'ai ici un compte qui va lui compter combien de fois on a généré, combien de couples on a généré tel qu'on veut. Je vais dire tant que i est inférieur ou égal à n, je mets j à 0 et je vais dire tant que j est inférieur ou égal à n. Donc pour une valeur déterminée de i, j va parcourir toutes les valeurs. Alors initialement, i vaut 0, j vaut 0, et il va faire un compte. On va juste regarder pour l'instant les boucles. I vaut 0, j vaut 0. Là, dans cette boucle-là, i va rester tout le temps égal à 0, tandis que j il va varier de 0 jusqu'à n. D'accord? Là, si on regarde juste cette petite boucle-là, là, j'ai une boucle j qui compte de 0 à n. Pour, au début, une valeur fixée de i qui vaut 0. Ensuite, i va être incrémenté, donc maintenant i vaut 1, et à nouveau, je refais la même chose, les j vont revarier de 0 jusqu'à n. Après, j'augmente i, hop, i vaut 2, et hop, les j vont pareil varier de 0 jusqu'à n. D'accord? Donc la boucle j ici, elle ne dépend pas du tout du i. Hein. À chaque fois, elle compte de 0 à n. Et mon i qui la contient, pareil, le i va varier de 0 à n. Donc pour chaque valeur de i variant de 0 à n, il y aura une valeur de j variant de 0 à n. Donc on va bien avoir tous les couples ij possibles qui vont jusqu'à n. Et là, j'ai un petit test à l'intérieur, parce que j'ai dit que c'est que les couples qui étaient distincts, avec les deux éléments distincts. Donc, si i est différent de j, à ce moment-là, j'incrémente mon compteur. Et à la fin, quand j'ai tout fini, je termine mon compteur. Regardez bien l'indentation, hein. Ici, tout ça, c'est ce qui est répété par la boucle avec le i. Donc tout ça, ça va être répété pour i égale 0, i égale 1, i égale 2, i égale 3, jusqu'à i égale n. N qui vaut quelque chose, hein. Il vaut 5 par exemple. Ouais. Donc si on fixe n à 5, là il va y avoir 5 tours de i égale 0, il va y avoir 6 tours de boucle, de 0 jusqu'à 5, parce que de 0 jusqu'à 5, il y a 6 nombres. Hein. Il va répéter 6 fois ce machin qui est à l'intérieur. Et c'est quoi ce machin à l'intérieur? Bah, c'est la deuxième partie du couple. Pour un j qui va varier lui-même de 0 jusqu'à 5, c'est-à-dire il va prendre 6 valeurs différentes. D'accord? Donc on va tout énumérer comme ça, et on ne va compter que ceux qui sont avec les deux membres qui sont distincts. On fait le jeu de test, et a priori ça marche. D'accord? Attention à la notation, il y a une valeur analytique, c'est ce qu'on, si vous réfléchissez un petit peu, vous pouvez trouver mathématiquement. Donc à retenir de ce cours, la nouvelle instruction while,
que vous verrez pas dans le TD de cette semaine, mais à partir de la semaine prochaine. Enfin, on verra comment s'arranger. Comment on simule les boucles, très important. Hein, on fait du Mister Python dans notre tête ou sur un morceau de papier. Et on a vu comment résoudre quelques problèmes simples des valeurs de suite. C'est des exercices qui sont classiques. Et sinon, quelques problèmes plus avancés dans lesquels on vous donne en français l'explication de comment marche l'algorithme et c'est à vous de le transcrire en Python comme le PGCD. Voilà. Je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir au bureau.